Salut Internet. Aujourd'hui, un 77 un peu spécial, puisqu'il est au cœur de l'actualité. À 2 jours d'une élection historique, c'était le moment parfait pour vous bombarder d'anecdotes croustillantes sur l'histoire des présidents américains. Dans l'ordre chronologique, je vais vous présenter chacun d'entre eux au travers de fun facts insolites, parfois bizarres. Bon, vous l'avez compris, on est sur Doc7, donc il n'y a pas de politique dans cette vidéo. On va juste se cultiver un petit peu, et ça démarre tout de suite. On commence donc forcément cette vidéo avec George Washington, le premier président de l'histoire des États-Unis, et pourtant le seul à ne pas avoir vécu à la Maison Blanche. Bon, c'est logique parce qu'elle n'existait pas encore, elle n'avait pas encore été construite. Il a donc vécu entre autres dans la Samuel Osgood House, une maison qui se trouvait à New York, mais qui a été démolie en 1856. Elle se trouvait là, quelque part ici, sous ce pont. Et il existe une rumeur tenace concernant George Washington, c'est qu'il avait un dentier fait de dents en bois. Alors je me suis renseigné, et effectivement il avait bien un dentier, mais pas en bois. C'était un dentier fabriqué à partir d'un mix d'ivoire d'éléphant, de plomb, de ressorts en acier et de dents humaines. Je me demande si je préfère pas les dents en bois finalement. C'est John Adams qui est le premier locataire de la Maison Blanche. À ce moment-là, on est au tout début de l'histoire des États-Unis. Il y a donc pas mal de questions à régler importantes, notamment celle de la manière dont on doit s'adresser au président. Adams, il hésitait entre Sa Majesté, Son Altesse, le président des États-Unis. C'était sobre en tout cas. Ils sont finalement restés sur Monsieur le Président, c'est très bien aussi. Thomas Jefferson est, entre autres, connu pour être le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance. Mais il a aussi fondé l'université de Virginie, dans laquelle a été créée une société secrète, celle de la Seven Society. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Pour rappel, pour contacter un des membres de la société, il faut déposer une lettre sur cette sculpture de Thomas Jefferson qui se trouve dans la rotonde de l'université. Et j'attends encore que l'un de vous dépose une lettre en mon nom pour qu'on puisse aller interviewer ces gens. Ah, et Thomas Jefferson est décédé le 4 juillet 1826. 50 ans pile poil au jour près après l'indépendance du pays. C'est tellement symbolique, mais c'est pas le plus fou. John Adams, son prédécesseur, vous savez quand il est mort? Le 4 juillet 1826, juste quelques heures plus tard. Mais c'est quoi ces coïncidences de fou? En cherchant des infos sur James Madison, il y en a une qui est revenue sans cesse, c'est le plus petit président américain de l'histoire. Il faisait 1m63. Voilà. Je vous le dis, pour certains, les anecdotes vont être un petit peu moins croustillantes que d'autres, c'est sûr. Pour ce fait, il faut que je vous présente des gens. Lui, c'est Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis. Lui, c'est James Monroe, un président des États-Unis. En 1797, un scandale éclate et les deux se défient en duel. Mais ce nouveau gars, Aaron Burr, calme le jeu et empêche le duel. Aaron Burr, en 1801, il devient vice-président des États-Unis et en 1805, il défie et tue en duel Hamilton. Incroyable comme histoire. Monroe, lui, deviendra président en 1816 et tenez-vous bien, il est mort un 4 juillet, comme Adams et Jefferson. C'est une véritable malédiction cette date. 3 des 5 premiers présidents du pays sont morts un 4 juillet. Beaucoup de choses à dire sur John Quincy Adams. Déjà, il est le fils de John Adams, qu'on a vu plus tôt. Il y en a eu d'autres, des présidents père-fils, mais ouais, eux, ce sont les premiers. Il est aussi le premier président à avoir porté un pantalon le jour de son investiture. Avant, c'était tout le monde en slip, ou en culotte courte, je sais plus. C'est aussi le tout premier président dont on a une photo. Il s'agit de ceux daguerréotypes. Et une chose est sûre, il avait pas l'air très commode. Des élections controversées aux États-Unis, il y en a eu tellement, on va pas toutes les aborder, mais celle de John Quincy Adams est particulièrement intéressante parce qu'il a été élu alors qu'il a obtenu le 2e score des élections. En fait, lors de cette élection, aucun des candidats n'a obtenu la majorité, le vote a donc été transféré à la Chambre des représentants et c'est eux qui l'ont élu, en dépit des résultats du vote populaire. John Quincy Adams est aussi le premier président qui a juré sur autre chose qu'une Bible. Dans son cas, c'était un volume de loi, comme il le mentionne dans son journal. Du coup, je me suis un petit peu renseigné, je connaissais pas trop cet aspect de la présidence américaine, mais les serments là que font les présidents lors de leur investiture, en fait, utiliser une Bible, c'est absolument pas obligatoire. C'est plutôt une espèce de tradition. Par exemple, Obama a prêté serment sur les Bibles de Martin Luther King et de Lincoln. Et Donald Trump l'a fait, entre autres, sur celle de son enfance.
Andrew Jackson a survécu à une tentative d'assassinat 2 fois de suite. En fait, son agresseur a pointé son pistolet sur lui, a tiré, mais le mécanisme de l'arme s'est cassé et la balle n'est pas sortie. Il a alors dégainé une seconde arme, mais pareil, il a raté son coup. Bon, Andrew Jackson, il l'a pas laissé faire une 3e fois, il l'a attaqué avec sa canne, mais c'est la première fois qu'un président américain subissait une tentative d'assassinat. Martin Van Buren est le premier président à être né citoyen des États-Unis. Tous les autres avant lui sont nés avant 1776, avant l'indépendance du pays, et étaient donc techniquement des sujets britanniques à leur naissance. Et puis Martin, vu que ses parents venaient des Pays-Bas, l'anglais n'était pas sa langue maternelle. C'est un double record pour le président William Henry Harrison. Il a fait le discours d'investiture le plus long, environ 2 heures, et en plus sous une pluie diluvienne. Son deuxième record est qu'il a eu le mandat le plus court de l'histoire de la présidence américaine. Il a été président pendant 1 mois. Il est décédé d'une pneumonie, et certains pensent que sa mort est liée au fait d'avoir parlé 3 plombes sous la pluie. Mais bon, ce serait plutôt une légende. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais il est décédé un 4 avril. Non, faut pas abuser non plus, déjà 4 avril c'est pas mal. John Tyler a été le 10e président des États-Unis et a exercé sa fonction entre 1841 et 1845. C'était il y a très longtemps. On se rend pas forcément bien compte à chaque fois, mais il s'est passé beaucoup de choses en 180 ans. Dites-vous, lui c'était le 10e, Joe Biden c'est le 46e président des États-Unis. Eh bien, le petit-fils de John Tyler est toujours en vie en 2024. Et comme John Tyler est né en 1790, ça veut dire qu'en 3 générations, sa famille a connu le 18e, le 19e, le 20e et le 21e siècle. James Polk est décédé du choléra en 1849, 3 mois seulement après avoir quitté ses fonctions de président. Conformément aux mesures prises pour empêcher la propagation de maladies infectieuses via des cadavres, il est enterré dans une fosse commune du cimetière municipal de Nashville. 1 an plus tard, sa dépouille est transférée dans sa propriété afin de respecter ses volontés. En 1893, son corps est déplacé une 3e fois au Capitole du Tennessee. Et comme si ça suffisait pas, il pourrait être transféré une 4e fois, pas loin de sa maison d'enfance qui a été transformée en musée. Mais au dernière nouvelle, c'est toujours pas le cas. Affaire à suivre donc. Zachary Taylor fait partie de ces présidents dont j'avais jamais entendu parler avant de préparer cette vidéo. En me renseignant un peu sur sa vie, j'ai appris que ce gars est devenu président des États-Unis sans jamais avoir voté de sa vie avant ça. J'ai aussi lu dans cet article qu'il a su qu'il était candidat pour la présidentielle des semaines après avoir été choisi par son parti. Il lui avait bien envoyé une lettre, hein, mais bon, comme fallait payer des frais de port pour l'obtenir, bah Zach le rat quoi. Il a pas payé, donc il était pas au courant. Autre président que je ne connaissais pas, Millard Fillmore, il a refusé un doctorat honorifique de l'université d'Oxford parce qu'il a estimé qu'il ne méritait pas le diplôme. C'est un fun fact important à mentionner parce que c'est assez rare ce genre d'info, de refuser comme ça une distinction. Lors de son mandat, Franklin Pierce a reçu en cadeau de la part du Japon un sabre japonais qui a appartenu à un shogun de la période Edo. En fait non, il a eu comme cadeau ça, 2 épagnols japonais. Je sais, c'est peut-être pas ouf comme info, mais de 1, Pierce fait partie de ces présidents un peu oubliés de l'histoire des États-Unis, et de 2... ça me fait une transition parfaite pour vous parler des animaux présidentiels. Au-delà des plus chiants, hein, les chiens, les chats, les chevaux, la Maison-Blanche a accueilli 2 grizzlies sous Jefferson, mais il les a rapidement donnés parce que c'est des grizzlies quoi. Il y a eu des moutons sous Madison et Wilson qui broutaient la pelouse de la Maison-Blanche. Il y a eu des vers à soie sous John Quincy Adams dont les fils étaient tissés par sa femme. Je suis aussi tombé sur cette info qu'on trouve absolument partout. Le couple Adams a possédé un alligator installé dans une baignoire de la Maison-Blanche qui leur avait été offert par le marquis de Lafayette. Tout le monde en parle de cette info, et pourtant, elle serait vraisemblablement fausse. Un gars a mené l'enquête et a conclu que ça pouvait pas être confirmé. Par contre, que le président Coolidge ait nommé un des 2 lionceaux qu'il avait reçus en cadeau de l'Afrique du Sud réduction fiscale, ça c'est bien avéré et c'est très drôle. James Buchanan est le premier et le seul président des États-Unis à ne jamais s'être marié au cours de sa vie. Et petit fun fact à son sujet, sa maison d'enfance a été carrément transformée en hôtel-restaurant. Si ça vous chauffe d'y aller, il se trouve tout au sud de la Pennsylvanie, à quelques kilomètres de la frontière avec le Maryland. Et quand j'ai regardé, la chambre la plus chère était à $170 par nuit. Bon,
Bon, là on arrive sur un gros morceau, Abraham Lincoln. 16e président des États-Unis, premier président républicain de l'histoire du pays et pourfendeur de l'esclavage. Bon, ça, peut-être pas tant que ça finalement. Son mandat a été marqué par la guerre de sécession qui a opposé l'Union au nord aux Confédérés au sud. Ça a été un moment particulièrement sombre et meurtrier pour le pays, hein. On parle d'un nombre de victimes entre 650 et 850 000. Mais voilà, à cette période, l'objectif de Lincoln est très clair. Il voulait à tout prix sauver l'Union. Donc la question de l'esclavage, il se la posait pas tant que ça. Pour vous dire, j'ai retrouvé une interview d'époque où clairement Lincoln explique que fin de la traite ou pas, pour lui c'est l'Union qui compte. Point barre. Il s'est finalement rangé du côté des abolitionnistes parce que ça lui permettait d'obtenir le soutien nécessaire pour venir à bout de la guerre. Il a officiellement aboli l'esclavage en ratifiant le 13e amendement de la Constitution. D'ailleurs, Lincoln est décédé quelques jours seulement après la fin de la guerre de sécession. Alors qu'il était au théâtre avec sa femme, il a été assassiné par John Wilkes Booth, un sympathisant des Confédérés. Aujourd'hui, le théâtre est toujours accessible, il se trouve à Washington. Il y a toute une partie qui est transformée en musée où on peut voir différentes reliques de l'époque, dont l'arme qu'a utilisée Booth. Et si vous traversez la rue, vraiment juste en face, vous trouverez la maison où Lincoln a rendu son dernier souffle. Bon, et dernière info sur lui, j'ai parlé plutôt du président le plus petit de l'histoire. Et ben Lincoln, c'est l'inverse. C'est le plus grand, il faisait 1m93. Qui dit assassinat dit forcément promotion pour le vice-président, Andrew Johnson, à ne pas confondre avec Andrew Jackson, qu'on a vu précédemment, c'est pas les mêmes. Il devient malgré lui le 17e président des États-Unis. Et avant d'entrer en politique, Johnson était tailleur. J'ai même retrouvé l'endroit qui a accueilli son tout premier atelier. Il y a ce panneau là qui indique son emplacement. Et à l'origine, c'est à ça que ça ressemblait. Ulysses Grant, c'est le chauffard de notre vidéo. On lui compte pas moins de 3 arrestations et toutes concernaient des excès de vitesse à cheval. L'une d'entre elles aurait même eu lieu alors qu'il était président. Je mets du conditionnel parce qu'il y a un petit peu débat autour de la véracité de l'anecdote. En gros, la seule source, c'est le témoignage plus de 30 ans après du policier qui aurait arrêté Grant. Certains se demandent si il aurait pas pu jouer un petit peu avec la réalité des faits. Et pour d'autres, cet épisode a vraiment eu lieu, à vous donc de vous faire votre avis. Tu préfères t'appeler Donald ou Rutherford? Bah lui, il a pas eu le choix. Rutherford Hayes est devenu président après l'élection la plus controversée de l'histoire. C'est simple, les deux candidats ont affirmé avoir remporté les mêmes états. Et dites-vous, en Caroline du Sud, 101% des électeurs sont allés voter. Malaise un petit peu quand même. Pour régler le scandale, une commission spéciale électorale a été mise en place pour tout vérifier, et c'est Hayes qui finit par remporter la majorité des voix. Et rien à voir, mais c'est le président qui a installé le premier téléphone à la Maison Blanche. Sinon, dans un ton un peu plus léger, Rutherford est le président qui a reçu un cadeau insolite de la part de la reine Victoria, le Resolute Desk, le bureau sur lequel quasiment tous les présidents ont travaillé. Il a été fabriqué à partir du bois du HMS Resolute, un navire d'exploration britannique, d'où son nom. James Garfield est le 20e président des États-Unis et surtout le tout premier gaucher connu. Enfin, pour être très exact, il était ambidextre. Il y a même une rumeur incroyable qui prétend qu'il arrivait à écrire du latin avec une main et du grec avec l'autre. Le boss. Malheureusement, Garfield a été assassiné, c'est donc son vice-président, Chester Arthur, qui prend sa place à partir du 19 septembre 1881. À ce moment-là, Chester est veuf depuis plus d'1 an et demi. Et comment on fait pour la First Lady du coup? C'est chiant. Heureusement, Chester a une sœur, Mary, qui a occupé officieusement la fonction de First Lady en étant considérée comme l'hôtesse de la Maison Blanche. Il y a eu quelques mariages à la Maison Blanche, mais Grover Cleveland est le seul président à s'y être marié. À 49 ans, il a épousé Frances Folsom, âgée de 21 ans. Après le 6e président, fils du 2e président, je vous présente Benjamin Harrison, 23e président, petit-fils du 9e président. Vous n'êtes pas trop perdu? S'il y a un truc qu'il faut retenir de sa présidence, c'est que c'est Benjamin qui a installé l'électricité à la Maison Blanche. Mais il avait tellement peur de se prendre une décharge électrique en touchant les interrupteurs que ses employés allumaient et éteignaient les lumières pour lui. Grover Cleveland. Vous avez certainement une impression déjà vue, c'est normal. Cleveland est le seul président des États-Unis à avoir fait 2 mandats non consécutifs. Il est donc officiellement le 22e et le 24e président des États-Unis. Mais peut-être qu'il sera plus seul dans quelques jours. Pour ceux qui regardent la vidéo en, 2039, vous êtes déjà au courant, mais sachez que pour nous, c'est encore la grande interrogation.
Avant de devenir le 25e président des États-Unis, William McKinley a participé à la guerre de sécession et il était connu pour apporter du ravitaillement à ses camarades, notamment du café, et à cause de ça, il a obtenu le surnom de Coffee Bill. Aujourd'hui, ils ont donné ce nom à un café qu'on peut acheter au musée McKinley. Ah, et sinon, pendant cette guerre, il avait pour commandant Rutherford Hayes, 19e président des États-Unis, qu'on a vu un peu plus tôt. Cette photo a été prise en 1865 et a immortalisé la procession funéraire d'Abraham Lincoln lorsqu'elle descendait Broadway. Cet immeuble, c'est là où vivait Cornelius Van Schack Roosevelt, le grand-père du futur président Theodore Roosevelt. À la fin des années 40, un homme faisait des recherches sur Roosevelt justement, et il est tombé sur cette photo, il a regardé de plus près, et il a vu 2 enfants à la fenêtre. Regardez, ils sont juste là. Il a pu interroger la veuve de Roosevelt, qui a confirmé que, même s'il n'y a pas certitude, il y a quand même une chance que les 2 enfants étaient bien Theodore et son frère Elliot. Et puisqu'on en est à Théodore, sachez qu'il était surnommé Teddy, et c'est lui qui a donné son nom au Teddy Bear, l'ours en peluche en anglais. Ça vient d'un événement qui s'est déroulé en 1902 lors d'une partie de chasse à l'ours. En résumé, Roosevelt avait refusé de tirer sur l'animal, ça a donné cette caricature, et voilà. Quand j'ai évoqué les animaux insolites qui ont vécu à la Maison Blanche, il y en a certains que j'ai mis de côté volontairement, notamment Pauline Wayne, la vache de William Taft. Elle faisait partie intégrante de la famille et a même eu un veau qui s'est appelé Big Bill, en hommage à Taft lui-même. D'ailleurs, William Taft est le président qui a transformé les écuries de la Maison Blanche en garage. Et justement, il y a pas mal de choses à dire sur les véhicules présidentiels. En plus des voitures, il y en a plein d'autres. Des avions, des hélicoptères, des bateaux, un bus et même un train. Enfin, un wagon de train. Le Ferdinand Magellan a été utilisé par plusieurs présidents et il est très complet. Il y a notamment tout le nécessaire pour faire un discours. Regardez, on voit le pupitre juste ici. Il est exposé au Gold Coast Railroad Museum, qui se trouve à Miami. Entre décembre 1934 et janvier 1935, le billet de 100 000 $ a existé. 100 000 $. Alors je vous le dis direct, la population n'y a jamais eu accès. Il a été créé pour permettre aux différentes banques de la Réserve fédérale de faire des transactions entre elles. Et si je vous en parle, c'est parce que la tête du gars là, c'est celle de Woodrow Wilson, le 28e président des États-Unis. Énorme scandale juste après la présidence de Warren Harding. Pour faire très simple, des terres pétrolières qui étaient réservées à la marine ont été récupérées par Albert Fall, secrétaire de l'Intérieur. Fall a ensuite secrètement loué ces terrains à des barons du pétrole, empochant 400 000 $ de pots de vin. Quand l'affaire a éclaté, c'était un énorme choc, ruinant la réputation du gouvernement et même de Harding. Harding qui était déjà mort au moment où tout a explosé. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il était au courant pour les pots de vin. Et autre scandale pour Harding, rien à voir avec la politique cette fois. Là je vous parle d'un scandale de mœurs, beaucoup plus croustillant. L'ancien président avait une affaire secrète avec Carrie Fulton Phillips. Ils ont échangé pas mal de lettres passionnées qui ont été rendues publiques en 2014 et on a pu découvrir que les 2 amants avaient pris l'habitude d'utiliser des noms de code dans leur écrit, histoire de se protéger, voilà, au cas où. Par exemple, Harding avait surnommé son petit palmier Jerry. Bonjour mesdemoiselles. C'est pour ça que le bon Jerry est parfois une montagne sur laquelle Harding aimerait bien que sa maîtresse grimpe en tant que fier alpiniste. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'animaux dans cette vidéo, mais s'il y a bien un monsieur animaux à présenter, c'est le président Calvin Coolidge. Entre ses lionceaux, dont réduction fiscale, je vous rappelle, son lynx, son hippopotame pygmée, son ours noir ou encore son wallaby, il y avait Rebecca, son raton laveur de compagnie. Regardez, elle participe au egg rolling de la Maison Blanche là, c'est une tradition de Pâques. Coolidge aimait tellement les animaux qu'il était triste que sa fonction l'empêche de monter à cheval pour des raisons de sécurité. Donc il s'est doté d'un cheval mécanique, inventé d'ailleurs par John Harvey Kellogg, le gars des céréales. La machine ressemblait à ça et fonctionnait à l'électricité. Il s'en servait 3 fois par jour pour se maintenir en bonne santé selon son médecin. À mon avis, il se tapait plutôt les meilleurs rodéos de sa vie là-dessus. Herbert Hoover n'est pas arrivé de nulle part. Il connaissait bien la politique, il était déjà présent dans les administrations de Harding et de Coolidge en tant que secrétaire au commerce. Et le fun fact à son sujet, c'est qu'avant de devenir le 31e président des États-Unis, en 1927, il a participé à la première diffusion télévisée longue distance de l'histoire des États-Unis. Concrètement, il était en direct depuis Washington et s'adressait à des gens de New York.
Et sous sa présidence, la Maison-Blanche a subi un des pires incendies qu'elle ait connu. La veille de Noël 1929, pendant une fête organisée pour des enfants, un début d'incendie a été découvert et pas moins de 130 pompiers ont été mobilisés pour en venir à bout. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais vu que c'était à l'autre bout de la baraque, la fête a continué sans que personne ne se rende compte de rien. Et le Noël suivant, Hoover a offert des camions de pompiers aux enfants en souvenir de l'incendie. Franklin Roosevelt a bien un lien avec Theodore Roosevelt, mais il faut remonter très loin dans l'arbre généalogique pour les connecter. Leur ancêtre commun date du XVIIe siècle. C'est simple, le père du père du père du père du père du père de Franklin et le père du père du père du père du père du père de Théodore sont la même personne. Et histoire de bien consolider les liens de famille, là on a Théodore, ici son frère Elliot, qui a eu une fille, Eleanor, qui s'est mariée à... Franklin. À part ça, Franklin Roosevelt aurait été atteint par la polio, je mets du conditionnel parce que ça fait encore débat auprès des historiens. Quoi qu'il en soit, il était bien atteint de paralysie des deux jambes. Ça l'a contraint à devoir porter des appareils orthopédiques et à devoir se déplacer en fauteuil roulant. Et dernière info sur Franklin Roosevelt, c'est le seul président à avoir été élu 4 fois. Il a effectué 3 mandats complets et est décédé 3 mois après avoir commencé le 4e. De nos jours, ce serait plus possible. Depuis 1951, le 22e amendement empêche désormais tout président d'effectuer plus de 2 mandats de 4 ans. Aux États-Unis, il est courant d'avoir un middle name. Et je dis bien middle name, je dis pas deuxième prénom, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. On le traduit justement souvent par deuxième prénom, mais les middle names peuvent aussi être des noms de famille. Dites-vous que ça sert juste à distinguer des personnes si jamais elles ont le même prénom et le même nom. Tout ça pour dire que le truc insolite avec Harry S. Truman, c'est que le S ne renvoie à rien de spécifique. Cette initiale est juste un hommage à ses 2 grands-pères, Anderson Shipp Truman et Solomon Young. Je vous parlais d'incendie tout à l'heure, sous la présidence de Truman, ils ont carrément détruit puis reconstruit la Maison-Blanche. Ok, je fais peut-être un peu de sensationnalisme, mais dans les faits, toute la charpente en bois a été remplacée par une structure en acier et en béton. Et quand on voit les photos où il reste plus que les murs de la Maison-Blanche, c'est assez impressionnant. Autre info sur Truman, je voulais vous montrer cette photo ultra célèbre du président qui tient la une du Chicago Tribune. Elle l'annonce perdant face à Thomas Dewey lors de l'élection présidentielle de 1948. Et s'il se marre autant, le bon Harry, c'est que le journal s'est totalement planté. Après Herbert Hoover, qui s'essaye à la diffusion télévisée longue distance, voici Dwight Eisenhower, qui est le président qui a tenu la première conférence de presse présidentielle télévisée en 1955. Rien de spécial à annoncer pour l'occasion, juste un moment de questions-réponses. Le lieu de villégiature officiel des présidents américains, où ils aiment bien venir prendre un petit peu de bon temps, s'appelle Camp David. Et il se trouve au nord du Maryland, au cœur d'une forêt. Dans les années 40, Franklin Roosevelt l'avait baptisé Shangri-La, en référence au paradis mythique himalayen. Mais c'est le président Eisenhower qui, en 1953, lui a donné le nom définitif de Camp David. C'est un hommage à son père et à son petit-fils, puisque tous les deux s'appelaient Benoît. John Kennedy avait 3 frères et 5 sœurs. L'une d'entre elles, Rosemary, est née avec une déficience mentale et leur père a pensé que cela pourrait gêner ses fils, notamment John et Robert, dans leur ascension politique. En 1941, elle a donc subi une lobotomie qui s'est mal passée et qui lui a fait, entre autres, perdre l'usage de la parole. Cette information n'a été rendue publique qu'en 1987, soit 46 ans plus tard. Et vous vous en doutez, on est à Kennedy, il y a beaucoup de choses à dire sur Kennedy. Et un fait assez étrange et insolite à son sujet, c'est que son cercueil repose au fond de l'océan. Attendez, je m'explique. Lorsqu'il a été assassiné à Dallas, il a fallu trouver un cercueil d'urgence pour le rapatrier à Washington. Il a ensuite été transféré dans un autre cercueil. Et pour ne pas que le premier devienne un objet de curiosité morbide, il a été balancé dans l'océan. À l'inverse, le célèbre costume rose que portait Jackie Kennedy le jour de la mort de son mari est précieusement gardé à l'abri des regards quelque part dans les archives nationales au Maryland. Il est interdit d'exposition publique pendant 100 ans, il n'a jamais été nettoyé et beaucoup de précautions sont prises pour garder le vêtement tel quel. La température et l'humidité sont contrôlées et l'air renouvelé régulièrement.
Lorsque le décès de John Kennedy a été officialisé, son vice-président, Lyndon Johnson, a été rapidement nommé. Je veux dire très rapidement, parce qu'il a prêté serment dans Air Force One un peu plus de 2 heures après l'assassinat de Kennedy. Regardez, sur cette photo, il y a même la veuve de Kennedy, Jackie, à côté de lui, encore avec son costume. Ça fait partie de ces moments historiques américains et de ces investitures extraordinaires qui ne se sont pas déroulées selon le protocole normal. Info un peu plus légère à son sujet, tout à l'heure je vous ai fait l'inventaire des véhicules présidentiels, mais je vous ai pas parlé du meilleur, l'Amphicar de Lyndon Johnson. Une voiture qui avait la capacité d'aller dans l'eau. Richard Nixon a postulé pour entrer au FBI. Et ça, c'est le document officiel qui le prouve. En avril 1937, Nixon avait 24 ans et voulait apparemment devenir agent spécial. Et dans le même genre, ça, c'est la lettre qu'Elvis Presley a adressée à Nixon quand il était président pour vraisemblablement devenir aussi un espion. Je vous ai parlé d'investiture extraordinaire avec le cas de Lyndon Johnson, en voici une autre avec celle de Gerald Ford. En 1973, le vice-président de l'époque, Spiro Agnew, a démissionné suite à des accusations de corruption et d'évasion fiscale. Le président de l'époque, Nixon, a choisi Gerald Ford pour prendre sa place. Et puis, ça a été au tour de Nixon de démissionner à cause du scandale du Watergate. Quand un président démissionne, c'est son vice-président qui prend la place. Gerald était là et est devenu président, ce qui fait de lui le seul mec de l'histoire à avoir été nommé vice-président et président sans jamais avoir été dans une élection pour ça. Ça vous a peut-être pas échappé, mais on a parlé de Jimmy Carter très récemment, puisque le 1er octobre dernier, il a fêté ses 100 ans. Au-delà de ça, ce que je retiens d'insolite chez lui, c'est son interview donnée en 1976 dans le magazine Playboy. Ah, je peux vous dire que ça a fait pas mal parler à l'époque. Tout comme l'incident du lapin. Et grosse affaire l'incident du lapin parce que ça a même sa propre page Wikipédia. Une photo a immortalisé le moment où un lapin a nagé jusqu'à la barque de Jimmy Carter qui était en train de pêcher tranquillement. Il a fait un petit peu de bruit pour l'empêcher d'approcher et le lapin a tracé sa route tranquillement. C'est marrant à raconter hein, comme anecdote. Ça aurait pu et ça aurait dû s'arrêter là, mais la presse s'est emparée de cette histoire et l'a présentée comme l'attaque du lapin tueur avec ce genre de dessin. Avant de devenir président, Ronald Reagan était acteur. Il a notamment joué dans le film Bedtime for Bonzo et pendant le tournage, Reagan aurait failli se faire étrangler par un chimpanzé. L'animal aurait tiré trop fort sur sa cravate et on n'est pas passé loin de la catastrophe. Je parle au conditionnel parce que je trouve qu'une seule source reprise de partout, mais l'histoire était bien trop cool pour pas en parler. Après la mort de Michael Jackson, des centaines d'objets lui appartenant ont failli être mis aux enchères. Parmi eux, une lettre que Ronald Reagan a adressée au chanteur en 1984. Il lui apportait tout son soutien avec sa femme Nancy concernant l'accident qu'il a eu lors du tournage d'une pub Pepsi. Dans la lettre, il mentionne avoir connu le même genre d'expérience. Il fait peut-être référence à la perte d'audition partielle qu'il a subie après un accident de tournage. Avant de devenir président, George Bush père a été pilote lors de la Seconde Guerre mondiale. Il était l'un des plus jeunes pilotes de la marine et a dû s'éjecter comme d'autres pilotes pendant une mission, sauf qu'il a été le seul sur 9 à ne pas se faire capturer et exécuter par les Japonais. Regardez, c'est lui qui est sauvé par un sous-marin. Un épisode qui l'a profondément marqué avant de devenir président. Et quand il était président, il a vomi sur les genoux d'un japonais, du premier ministre japonais. Ça fait un peu peur, je trouve, comme image. C'est pendant un dîner officiel, mais pas de panique, parce que quelques secondes après son malaise, il se relève et il a même assez d'énergie pour serrer la main à qui il venait de souiller le pantalon. Sacré George. Pour Bill Clinton, je ne parlerai pas de l'affaire Lewinsky parce que c'est beaucoup trop connu. Par contre, ce qu'il est moins, c'est que le nom de naissance de Bill est William Jefferson Blythe III. En fait, son père biologique est décédé peu avant sa naissance et il a officiellement adopté le nom de son beau-père à l'âge de 15 ans. Sinon, il y a 2 images insolites que je retiens de Bill Clinton. Déjà, cette photo, il a 16 ans. À cette époque, il rêve de devenir musicien et en fait, il ne serre pas la main à n'importe qui, il serre la main à JFK. Le 24 juillet 1963, il fait partie d'un groupe d'élèves qui était invité à la Maison Blanche. Et 30 ans plus tard, en 93, il devient lui-même président des États-Unis. J'adore ce genre d'anecdote. La deuxième image insolite à retenir de Bill Clinton, c'est le fou rire qu'il a eu avec Boris Eltsine, qui était président de la Fédération de Russie. En 95, lors d'une conférence de presse, Eltsine a traité les journalistes de désastre, ce qui a déclenché un fou rire chez Clinton.
Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la Seven Society, une société secrète universitaire. Eh bien, en voici une autre, la Skull and Bones, de l'université de Yale, à laquelle George Bush Jr. a appartenu. Et son père aussi. Et William Taft aussi. 3 présidents américains quand même, c'est pas rien. Et sans transition, c'est bonus, une peinture de Poutine peinte par Bush. Ah, vous l'attendiez pas celle-là. Mais écoutez, c'est un artiste prolifique. Des chiens, des chats, ça c'est lui sous la douche. Vraiment, rien ne lui échappe. C'est un très bon peintre. Cette photo, c'est Boggy Peak, la plus haute montagne d'Antigua et Barbuda. Le 4 août 2009, ce sommet a été renommé Mont Obama, en hommage au président qui est originaire d'une île, mais pas d'Antigua et Barbuda. Il est originaire d'Hawaï, donc vraiment rien à voir. Ce changement a fait polémique au point qu'en 2016, le Mont Obama est redevenu Boggy Peak. Ce restaurant, dont je vais pas me risquer à prononcer le nom, se situe en plein cœur de Hanoï, au Vietnam. S'il est si connu, c'est grâce à cela. Cette table a été mise sous verre après le passage de Barack Obama et du chef cuisinier Anthony Bourdain. Par contre, je vois qu'un peu plus au nord, il y a le Obama Restaurant qui est définitivement fermé. Donald Trump est le seul président américain à posséder son propre jeu de société, Trump The Game, qui est littéralement un Monopoly avec des billets de 100 millions de dollars. Ça lui ressemble tellement. Trump a aussi fait pas mal de caméos à la télévision et au cinéma. On peut le voir jouer son propre rôle dans Maman j'ai encore raté l'avion, Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer ou encore Zoolander pour ne citer que. Et dans le même genre, Joe Biden a aussi fait une apparition cinématographique. Dans Parks and Recreation, il a joué son propre rôle. En fait, le personnage principal a un énorme crush sur lui. Bon, et je veux finir cette vidéo sur cette info. Le middle name de Joe Biden est Robinette. C'est un peu rigolo, sûrement pas pour lui, mais en tout cas pour ceux qui parlent français. Ce prénom serait un héritage de ses ancêtres français. Faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, elle conclut ce 77 exceptionnel. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Est-ce que je me risque à vous demander vos pronostics pour l'élection de mardi? Je sais pas trop. L'espace commentaire risquerait de devenir une petite zone de chaos. Donc si vous voulez partager votre avis, comme d'habitude, avec respect et bienveillance, ça devrait bien se passer. Sinon, je supprimerai, quoi, tout simplement. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut Internet. Ah, et évidemment, le père et le petit-fils d'Eisenhower s'appelaient David, pas Benoît. Donc si vous voyez des commentaires de gens qui me corrigent, n'hésitez pas à leur répondre de bien regarder la vidéo jusqu'au bout la prochaine fois. Toujours regarder les vidéos jusqu'au bout avant de commenter.